Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'après-meeting de la Fed, l'après-FOMC. Donc, on va aller voir un petit peu comment les articles de presse ont vu un peu la chose. J'ai eu une réaction à chaud hier, qui est toujours la même d'ailleurs, mais voilà, est-ce que c'est confirmé ou pas dans la presse. Donc, on va principalement faire du fondamental, on va faire du technique aussi, en se posant 2-3 questions fondamentales de base également sur le technique. Et puis, on va aller voir quelques charts que je trouve intéressantes dans un sujet de préparation de vidéo aussi, donc je vous prépare un petit peu autour de cette vidéo que je vais faire autour de l'Inde et de la progression de l'Inde dans le monde actuel. On est ici sur BTC face au dollar en daily. Vous voyez qu'aujourd'hui on se reprend un petit peu. Si jamais on passe en 4 heures, vous voyez que... Alors, pour moi, il y a deux choses importantes ici à noter. Il y a d'abord ce rejet ici. On avait cette droite de tendance. Elle a tenu 3 ou 4 fois. On a l'impression d'ailleurs que ça fait comme une sorte de triangle un petit peu au sein même de ce biseau. Et là, on revient tester le biseau, la borne haute du biseau. Et en même temps, on se fait rejeter exactement dans le même temps. Donc, quand je parle de la borne haute, c'est la borne rouge. Et on se fait rejeter exactement dans le même temps par finalement cette résistance qu'on avait traversée. Donc pour moi ça c'est bearish, c'est-à-dire qu'on revient la tester comme une résistance. Donc pour le moment ça reste quelque chose de bearish. On reste quand même dans le biseau, on a cette déviation, vous la voyez, qui est là. Donc ici si on a un point de cassure, on pourra désormais le décaler par ici. L'amplitude est la même. Pour le moment en termes de un peu plus grosse structure, on va dire, on est toujours en train de tenir une potentielle regular flat, c'est-à-dire que ici on fait un mouvement de regular flat qui tient ici, vous le voyez, ça c'était les objectifs d'une flat regular et on est à peu près pile poil dessus. Donc ce qu'on va observer maintenant c'est la conjonction entre ces deux droites. Est-ce qu'on perd déjà cette droite ou pas? Et ça peut nous donner une très bonne direction sur le prix. Si jamais on fait plus qu'une flat regular, eh bien tout simplement on va se diriger vers potentiellement une flat étendue. En général une flat étendue de manière statistiquement commune, on va dire, vient chercher les 1.618 de Fibonacci, c'est-à-dire les, ici pour nous, 19 455 $. Est-ce que ça remettrait totalement en cause, on va dire, cette espèce de nouvelle tendance haussière, ce rebond haussier dans lequel on est depuis désormais, on va dire, le 20 septembre? Pas forcément, vous le voyez ici, on a toujours des plus bas qui sont de plus en plus hauts, y compris si on allait ici corriger aux 19 000 $ et puis qu'on se reprenait. Donc voilà pour moi, toute la réponse elle va être dans ce biseau et la fameuse droite que je vous donne en fonction là ici des objectifs de la flat regular et de la résistance qui nous rejette depuis le départ au niveau de ce biseau. Donc pour moi voilà, il va y avoir pas mal de réponses dans ce sens là et voilà, au niveau chartiste, pas beaucoup plus de choses à dire que ça voilà, on peut peut-être passer sur Ethereum. À mon avis, pas la peine de faire le momentum là-dessus. Je pense qu'on va vite fait quand même regarder au moins le daily. Est-ce que le mouvement qu'on a fait hier nous a donné d'énormes choses ou pas sur le momentum? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ici, alors, en daily, on a toujours cette trend de RSI. Est-ce qu'elle a cassé? On est sur un quasi-rejet quand même, on est sur une petite déviation au-dessus. Bon, ça marque quand même des zones ici de fébrilité. Vous voyez qu'on tenait cette trend de RSI depuis un bon petit moment. Si j'arrive à attraper le haut, là, voilà. Depuis un bon petit moment, elle montre quand même, je trouve, une zone de fébrilité ici. C'est-à-dire qu'on a quand même fait un dépassement au-dessus, on l'a quand même traversé, donc c'est pas rien. Est-ce qu'on peut garder ici et pour moi, du coup, en fait, ce qu'il faudra vérifier à partir de là, c'est cette trend-là. Vérifier qu'on la garde bien et qu'à la prochaine fois on pète cette trend de RSI qui, je le rappelle, dure depuis le 2 janvier 2021 donc c'est une trend qui est vieille de quasiment 2 ans bientôt. Donc voilà, donc ça très important. On a la même en weekly elle a montré des signes de faiblesse aussi. On était comme ceci pour le coup, je vais vous enlever ça. On était comme ceci, est-ce qu'on a pété en weekly? Pas encore. Vous voyez que c'est peut-être pour la fin de semaine là, donc on a quand même des choses assez boules sur le long terme. À court terme, comme je vous expliquais tout à l'heure, des potentielles corrections. Pareil ici sur le MACD, on perd pas de sa superbe, on est toujours sur une semaine relativement haussière, même si c'est jeudi. On a toujours cette div, enfin voilà, en gros l'analyse weekly ne change pas.
Donc on surveillera vraiment très proprement, surtout pour moi la trend en weekly qui est plus importante que celle encore en daily. Donc d'ici dimanche, si on a un fort mouvement vers le haut, on pourrait enfin casser cette trend et repartir sur un RSI bien entendu qui est plutôt dans une dimension haussière. Vous comprenez si je vous mets le prix là sous les yeux, et je vais pas trop m'attarder là-dessus non plus, qu'on a accumulé les divergences là en weekly. Vous le voyez, première divergence ici entre ce point là et celui-ci. Donc on a eu un très fort momentum sur tout ce mouvement-là. Ici, on a eu beaucoup de vendeurs. Ceux qui achetaient le faisaient avec moins de virulence, on va dire. Et puis petit à petit, ici, on accumule les divergences. Vous le voyez jusqu'à ici, hein, quasiment. Et ensuite, du premier top qui se trouve du coup ici en termes de momentum jusqu'au deuxième top. Pour le coup, là, pas vraiment de divergence, mais par rapport au top précédent, on a vraiment cette trend et cette trend de RSI qui nous emmène vers le bas depuis désormais, encore une fois, le 28 décembre 2020, 1er janvier 2021. On continue sur Ethereum, qu'on va regarder un petit peu sous le même, de la même façon, sous le même hublot. Désolé, ici c'est un petit peu chargé, hein, je fais toujours un peu des analyses en amont. Ici en gros sur Ether, pour moi qu'est-ce qu'il est important de regarder? On va d'abord se remettre en daily. Qu'est-ce qu'il est important de regarder sur Ether? Pour moi, c'est de surtout pas réintégrer ce drapeau-là. Ça, c'est un bull flag. On l'a cassé. On peut pullback dessus, c'est-à-dire faire un retour aux 1430, 1350, etc. Mais il faut que ça reste relativement bullish dans la zone. Pourquoi je parle des 1350? Parce que tout simplement, vous le voyez sur le volume profile ici. Donc, quelles sont les zones dans lesquelles on a fait du business? Si jamais, dorénavant, par rapport au meeting de la Fed, qui, je le rappelle, et je vous renvoie à la vidéo d'hier, si vous voulez avoir ma vision de ce qu'a dit Jérôme Powell hier, n'hésitez pas. Pour moi, cette news est plutôt baissière, donc on aurait plutôt des chances ici à venir retester le flag. Le flag, donc je parle de la droite jaune qui est ici. Retester, ça veut dire l'utiliser comme un support pour repartir. Et ici, on voit quand même une zone où il y a assez peu de business, enfin par rapport au reste, on va dire, et ça jusqu'aux 1350 $. Donc pour ceux qui n'étaient pas éventuellement, qui veulent peut-être rentrer sur ce mouvement et essayer, enfin qui croient dans un Ether qui pousse vers le haut, eh bien je pense que autour des 1370 $, on a un bon endroit éventuellement de point d'entrée. Pourquoi c'est intéressant aussi? C'est parce que si on pose un Fibo sur tout simplement la dernière hausse en date, depuis le retournement, c'est-à-dire quelque part par ici, on se retrouve pile poil dans cette zone si on considère une 2 d'Elliott, c'est-à-dire entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. Donc là, on a une zone de rechargement logique, institutionnelle, propre pour éventuellement rentrer sur ce mouvement, c'est-à-dire attendre un retracement du premier mouvement de 0,50. D'accord. Donc ça c'était pour l'action de prix sur Ether. Sur le momentum, je suppose que tout est à peu près pareil. On a un Ether BTC qui reprend 1% ici, donc le ratio finalement repart un petit peu vers le plus risqué, hein, Ether étant quand même en ce moment plus risqué que BTC, et une Ether dominance qui reprend un petit peu aussi de sa superbe. Donc ça c'est plutôt encourageant pour Ethereum. On va désormais aller sur les news. Sur les news, qu'est-ce qu'on a? On a la Banque d'Angleterre qui, elle aussi, monte ses taux de 0,75. On a les stocks, donc les actions qui diminuent, qui nous font une correction, et on a tous les bons qui nous font bien entendu une hausse depuis l'annonce hier, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait dans la logique, voilà, de ce que pourrait nous donner, ce que nous a donné hier Jérôme Powell comme discours, puisqu'on l'a dit hier, on a fait vraiment cette réaction à chaud juste après la conférence de presse où on a dit qu'il nous avait semblé que Powell avait été extrêmement hawkish, donc anti-inflation, plus que d'avoir un discours dovish, c'est-à-dire on va pivoter bientôt. Il nous avait donné, mais je vais pas refaire la vidéo d'hier, mais il nous avait donné des signaux comme quoi le pivot serait potentiellement avant la fin de l'année, et là en fait il a remis un petit peu en question cette feuille de route là. Ici, le token Airwaves qui augmente de 60% sur l'intégration de Meta. J'avais fait une vidéo sur Airwaves qui était plus ou moins, je crois, je crois que c'était une solution de stockage, si je me souviens bien.
j'avais fait toute une vidéo là-dessus, donc c'est bien que Meta s'intègre là-dessus, et c'est très bien pour Airwaves que tout ça lui permette de pumper. Ensuite, ici, on parle de l'Inde, et c'est ça qui m'amène un petit peu à un petit côté aujourd'hui sur la narration autour de l'Inde. L'Inde qui... est-ce que l'Inde peut nous amener vers cet effort de régulation crypto c'est vrai qu'il y a en ce moment, je trouve, puisque on l'a vu il y a quelques jours, la roupie digitale a été plus ou moins lancée sous sa version pilote. Il y a ici une volonté de l'Inde de potentiellement se tourner vers les cryptos, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc on va parler de l'Inde un petit peu plus tard dans les analyses également. Ici, bon, Revolut qui intègre les NFT, pour moi, rien de fou là-dessus. Les validateurs de blocs sur Ether, qui visiblement sont légèrement à la diminution. Sur Ether, on pourra aller voir aussi où on est la supply. Plus 2367 depuis The Merge. Donc on a un petit peu réaugmenté là. Bon, vous comprenez que si jamais on n'avait pas fait le passage du Proof of Stake au Proof of Work, on en serait à 600 000 Ether en plus. Donc c'est vrai que c'est relativement faible de ce côté-là. Pour moi, il y aura grosse news le jour où Ether va brûler ses 2367 Ether et qu'on sera à une supply négative depuis The Merge. Je pense vraiment que ça fera une petite news sur Ether qui pourrait potentiellement le faire un petit peu pumper. On va faire le point, on en est où? On est toujours sur les news, on doit être par là à peu près. Gary Gensler ici, où on a des sénateurs. Gary Gensler qui est le président de la SEC américaine, que les pro-crypto généralement détestent, puisque la SEC veut mettre la main, donc la Security and Exchange Commission, qui est un peu la COB, la Commission des opérations boursières américaine, qui veut mettre la main sur les cryptos, qui dit que les cryptos sont des contrats d'investissement et que donc du coup il va falloir réglementer tout ça et mettre tout ça sous le jarron de la FEG, sous le couvercle de tout ce qui est régulé par la FEG. Et ici on a des sénateurs qui lui posent la question: pourquoi le staff est en train de démissionner au plus haut rythme depuis 10 ans. Et voilà, dans cet article, on nous explique que Gary Gensler est très autoritaire, etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont au surmenage. Et que donc, du coup, voilà, ça pose pas mal de questions sur également le fait que les sénateurs le remettent en cause. Et ça serait pas une mauvaise chose. Ça pose des questions sur est-ce qu'il n'est pas sur un siège éjectable en ce moment. Et encore une fois, ça serait vraiment pas une mauvaise chose, parce que Gensler va plus loin que théoriquement son cercle de compétences ici. Il fait beaucoup de déclarations, etc. Et donc du coup, il n'est pas forcément ici bénéfique pour les cryptos au sens large du terme. On continue sur les infos d'hier. Donc le FOMC, on l'a eu. Ici, hier, vous voyez qu'on a eu donc au niveau de l'Employment Report, le ADP Employment Report, c'est-à-dire tout simplement le rapport ADP. On a eu ici plus de niveaux d'emploi qui ont été créés. Aujourd'hui, on a eu les Initial Jobless Claims qui ont diminué, c'est-à-dire que moins de gens sont demandeurs d'emploi que ce qu'avait prévu. Alors, il y en a moins que au trimestre, à la dernière annonce, si vous voulez. Donc du coup, ça veut dire que effectivement le chômage est diminué, et le marché de l'emploi est extrêmement fort aux États-Unis, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'inflation. Donc nous, on veut que le marché de l'emploi se détende un petit peu, et on veut qu'il y ait moins de pression haussière sur les salaires, éviter de faire ce qu'on appelle une spirale des salaires, c'est-à-dire que tout simplement, eh bien, les salaires augmentent, donc du coup, les prix augmentent. Et globalement, ici, on peut voir que ça n'est pas le cas, donc cette data est pas forcément très bonne ici, celle qu'on a eue aujourd'hui. Demain, on aura les non-farm payroll, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'emploi également, et quels sont plus ou moins les nouveaux emplois créés. Et puis on aura bien évidemment le taux de chômage du mois d'octobre. Donc ça, c'est intéressant. Si on voit un chômage qui commence bien entendu à augmenter, ça peut être plus ou moins une bonne chose pour les assets à risque, qui du coup vont bien évidemment pricer plus ou moins un peu moins de latitude possible pour la Fed. Entre autres, avec beaucoup d'autres choses également. Ici, on commence à parler des midterm elections, donc du coup, de tout ce qui est élections à moyen terme, et donc du coup, les élections pas moyen terme, pardon, de mi-mandat. Et ici, on avait tout un article qui nous parlait alors, je sais pas pourquoi il m'a sorti le mauvais lien, là. Le dollar qui visiblement augmente sur les remarques de Powell, donc du coup sur
le discours qui a été fait hier, et c'est tout à fait logique. Mais j'ai perdu l'article qu'il y avait avant, mais c'est pas grave, c'est pas trop un problème. On va désormais aller voir les liquidations, donc tout ce qui se trouve autour du sentiment et de l'order flow. Qu'est-ce qui a été liquidé hier? 165 millions, donc une journée plutôt bonne en termes de liquidation. Vous voyez qu'on a 48 millions de liquidés sur Ether et 30 millions sur Bitcoin. Donc on a à nouveau Ether qui est devant Bitcoin. Enfin c'est le cas d'ailleurs depuis maintenant bien avant The Merge, c'est-à-dire ça fait quasiment... ça fait un bon gros mois, hein, même 6 semaines que Ether en termes d'open interest est devant. Est-ce que ça pourrait préannoncer le fait que Ether va passer devant également en market cap? C'est une question qu'on peut se poser. Ici, sur le carnet d'or, donc vous comprenez que là en dessous, il s'agit de tous les ordres d'achat, hein, en dessous du prix. Tous ceux qui veulent acheter se positionnent ici, et tous ceux qui veulent vendre se positionnent ici. Donc ce qu'on peut regarder en termes de carnet d'ordre, c'est qu'on a pour l'instant, en tout cas dans la zone, on va dire, des niveaux à peu près équivalents à l'achat et à la vente. Si jamais on devait rebondir, le premier palier à passer, ça serait les 20 600, 21 000 et 21 2. Et pour aller plus bas dans les ordres d'achat, on a pas mal d'ordres d'achat à 20 000 dollars qui pourraient ici relancer le prix vers le haut s'ils étaient touchés. Et puis après, assez peu de choses, mais quand même quelques ordres d'achat autour des 19,4 et 19,5. Si jamais on atteint les niveaux dont je vous ai parlé d'une flat étendue, globalement on se situerait à peu près par ici, 19,4, légèrement en dessous. La flat étendue, est-ce qu'elle trouve plus ou moins sa logique également dans tout ce qui peut être autour des liquidités? C'est ce qu'on va regarder dorénavant. Qu'est-ce qui a été pris en liquidité hier? Hop, eh bien j'ai déjà dû enlever les niveaux. J'ai enlevé les niveaux, c'est ça, quand j'ai fait la vidéo d'hier, hier soir. Donc du coup, ici on avait du short, ici on avait du short. Ça a commencé à longuer globalement à partir de ici. Donc on a un point de long qui devait être pris là, mais vous voyez qu'il a été pris par... Si jamais le stop loss, on va dire, s'était trouvé là, il aurait été pris par ce point-là. Ici on est longué tout le long jusque là. Ici on a un gros short qui s'ouvre, donc ça explique un petit peu ce mouvement là ici où on vient le chercher. Donc finalement on n'a pas forcément à mettre celui-là. Et puis à partir de là, ça a longué juste en dessous, donc à partir d'ici. Ok, donc ça c'est un point de longue, un potentiel stop loss. Si jamais les personnes ont remonté leur stop à break-even par exemple, ce sera un potentiel point à prendre ici pour retourner le marché et venir chercher ces liquidités-là. Quand on regarde le prix, globalement, des choses à prendre jusqu'au 21 et des choses à prendre jusqu'au 19. Donc on est plutôt neutre ici dans la zone. Un open interest aussi qui a bien corrigé quand même, hein, depuis quelques jours. On voit qu'il est excessivement à la baisse. Et un CVD au spot, donc la demande au spot qui est totalement en train de s'écrouler aussi. Vous voyez qu'on est en demande négative. Là, on était repassé en demande positive et là, on est... dans des points négatifs. Donc ça, bien entendu, c'est dû à ce que nous a donné Powell hier. On va aller voir désormais Ethereum là-dessus. Hop. Ah, j'ai oublié de sauver, c'est pas grave. Ethereum, qu'est-ce qu'on a eu de liquidé? Hier, on n'a pas fait les liquidités sur Ethereum, on a principalement parlé du Bitcoin, mais vous voyez qu'on a liquidé 3 gros niveaux. On a failli aller venir chercher le niveau suivant. Entre-temps et depuis, donc là on s'était construit sur du long, ici on s'est construit sur du short, mais le niveau a été pris. Ici on s'est construit sur du long, je vais quand même regarder ce que nous dit l'open interest en face. Ici on s'est construit sur du long, mais bon, on est plutôt en train de déleverager. Bon, on peut quand même mettre un niveau de long, mais il aurait été pris. À partir de là, on se met sur du short, le niveau a été pris également. Ça short jusqu'ici. Ici, ça relongue un petit peu, mais le niveau a été pris. Ici, ça re-short à nouveau, donc on a un niveau de short à ajouter là. Ça re-short fortement même, mais vous voyez ici qu'on est plutôt en train d'enlever en fait des contrats longs, c'est-à-dire qu'on a des contrats longs qui se ferment, donc ce niveau est pas énorme, on peut pas considérer, il n'y a pas vraiment cette hausse de l'open interest qu'on pourrait attendre. Vous voyez que ici on nettoie plutôt dans l'autre sens là. Il y a par contre un gros short qui s'ouvre ici, et en gros on est venu le nettoyer ensuite, et là-dessus on repart en long à partir de là, et ce niveau a été nettoyé également. Ici on était short par là, le niveau a été pris. Ici on est repassé long par là, donc on a un nouveau niveau de long juste ici. Je vais juste aller sauver également sur BTC puisque j'ai oublié de le faire.
non, je l'ai fait apparemment. Non, je l'ai pas fait. Alors sur BTC, on avait juste rajouté un niveau de long ici, je crois. Donc globalement, on a quelque chose entre 20 et 28 à court terme sur BTC, et puis sur Ether, à peu près même chose au niveau des... On n'est pas très loin du prix, c'est ça que je veux dire. Ensuite, on va voir les liquidités, les poches de liquidité. Vous le voyez ici, une grosse position qui s'ouvre en même temps en longue et en short. Enfin, c'est pas la même position, mais on a deux positions légèrement décalées dans le temps. Pour l'instant, on est plutôt en train de s'occuper de la position longue. Si jamais vraiment on devait la nettoyer, ça serait 19,7 pour aller la prendre, si c'est un levier x 25, et en longue 21,2 pour aller chercher cette position longue. Si une des positions se ferme, ce qu'on ne peut pas savoir, hein, bien évidemment, eh bien ça pourra dorénavant ici retourner le prix. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a désormais en cumulative liquidation levels, donc du coup plus de shorter que de longueur, et ce à hauteur de 5 milliards. C'est pas encore un niveau énorme, mais vous voyez que la tendance est fortement inversée. On avait pas mal de shorter, et finalement pour une variation de prix relativement faible, c'est-à-dire qu'en gros, hier, on avait plutôt des longueurs, et on était plutôt autour des 20 500 $, un truc comme ça. Là, on est à 20 300 et on se retrouve avec beaucoup plus de shorters. Donc, on voit que le sentiment a complètement switché. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, puisqu'en général, le marché aura tendance à aller à l'inverse du sentiment pour nettoyer le plus possible de liquidité. Ici, sur Ether, c'est la même chose, mais quasi en double. On est plutôt à 8 milliards. Grosse position ici qui s'est ouverte avec potentiellement, si on est en x25, un prix de liquidation à 1625 sur Ether. Et là, on s'est plus ou moins occupé de cette grosse position en longue. Vous le voyez qu'elle a plus ou moins été nettoyée. Donc voilà, c'est propre. Voilà, ça pourrait ici, si on engrange encore un petit peu de short, se retourner à l'inverse en short squeeze, c'est-à-dire aller chercher les liquidités des shorters. Sur la heatmap du Bitcoin en 12 heures, qu'est-ce qui se passe depuis le FOMC? Le FOMC, à mon avis, devait être par là, voilà. Oui, c'est ça, oui. Le FOMC devait être par là. Vous voyez qu'on a eu, et je vais vous refaire après. Enfin, de toute façon, on a fait l'action de prière. En gros, on a cette zone qui se densifie en short. On a de plus en plus de liquidités au-dessus, donc des shorters en levier qui ont des prix de liquidation qui se trouvent à peu près par ici. Mais on a aussi une zone qui se densifie, mais moins, au niveau des longueurs, et qui là pourrait appeler effectivement au 19,7, voir si ça continue à forcir ici les 19,4. Donc ce qu'on pourrait imaginer, là je suis en 12 heures, hein, donc c'est vraiment des time frames toutes petites, c'est vraiment on va dire les positions qui sont ouvertes depuis hier. Globalement, si on se met en 7 jours, on voit que ça a plus forci en haut, hein, donc ça reste toujours vraiment viable dans le scénario d'un short squeeze pour à minima aller au 21,6 et potentiellement, si on arrive à forcir ici la zone des 23, aller encore une fois encore plus haut et aller prendre potentiellement ces trois zones ici. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous voyez, en dessous du prix, on a plus ou moins les trois mêmes zones qui elles-mêmes se densifient également. Donc, ce qu'on va avoir besoin ici, c'est effectivement de ce switch de sentiment qui pour le moment est en prémisse donc du coup d'une FOMO au spot, c'est-à-dire que la demande au spot revienne fort. Pour le moment, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui peut nous donner ça potentiellement? Il y a plusieurs choses. Le FOMC nous a dit que désormais il allait les éventuels pivots, ou en tout cas ralentissements de une politique restrictive au niveau de la Fed, c'est-à-dire de continuer les hausses d'intérêt ad vitam aeternam, vont dépendre de la data qui va sortir. On a un FOMC, un CPI, donc un indice des prix à la consommation déjà qui va sortir autour du 10 octobre. Vers la troisième semaine, vraisemblablement, ou plutôt la fin du mois, on aura aussi le PCE, donc du mois d'octobre. Et là, on aura déjà de la data pour pouvoir réfléchir à ce que va éventuellement nous dire la Fed derrière. En l'occurrence ici, ce que Powell nous a dit, c'est moi de toute façon, mon boulot c'est l'inflation, le reste je m'en fous. S'il faut aller à 5,5% pour combattre ce que je considère être comme la vraie inflation que je peux combattre, c'est-à-dire les 5% de core PCE, eh bien je le ferai.
Et donc ici, en l'occurrence, le prochain CPI, donc celui qui a lieu dans 7 jours dorénavant, va être extrêmement important. Si ce CPI est baissier, c'est-à-dire que l'inflation baisse, ça va être très bon pour les actifs risqués, y compris Bitcoin. Si le CPI continue d'être en plateau ou haussier, les marchés vont plutôt mal le prendre. Donc pour la prochaine data, c'est ça. Ensuite, on aura le PCI. Pour moi, la data importante, c'est également les taux de chômage qui vont nous être donnés vendredi. Donc déjà, dans 2 jours, on aura un peu d'infos. Et le 10 novembre, on aura à nouveau de l'info. Une autre chose qui peut être relativement boule si jamais elle sort comme je pense qu'elle pourrait sortir, et qui peut être d'ailleurs même boule comme tout à fait bear, c'est que dans 3 semaines, on aura les minutes de la Fed. C'est-à-dire que tout ce qui s'est dit pendant le meeting, pendant les 2 jours de meeting de hier et avant-hier, tout ce qui s'est dit va être transcrit par écrit et on va avoir un joli résumé de tout ça. Et la presse va pouvoir l'avoir en pâture et en faire éventuellement des analyses. Et à partir de là, à mon avis, il y a dû y avoir ici pas mal de choses qui se sont dites. Peut-être des choses comme on l'avait vu du côté de la Banque fédérale de San Francisco, etc., qui avait pour volonté de plutôt arrêter la hausse des taux à ce rythme-là. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est dit réellement pendant ce meeting. Est-ce qu'il s'est dit on ralentit ou pas? Est-ce qu'il s'est dit finalement on continue à augmenter, les datas sont très mauvaises, etc. Et finalement on remet en cause tous les schémas qu'on avait fait en septembre. C'est plus ou moins ce que nous a dit Powell d'ailleurs hier. C'est-à-dire que les minutes de la Fed pourraient être à la fois un très bon événement pour les marchés comme un mauvais événement. Mais globalement, vous voyez ici qu'en termes de liquidité, on a quand même assez proche du prix. Ici, quelque chose à prendre à 19,4. Hein. Vous voyez, en un mois, en fait, l'analyse, elle est vraiment propre pour aller vers une flat étendue, c'est-à-dire venir taper déjà ce qu'il y a ici. Jusqu'au 19,4 venir prendre la liquidité des longueurs et potentiellement ici après reconstruire encore plus de shorters ici et faire un rebond du prix à minima déjà à 22 000 et peut-être si jamais les shorters prennent des leviers qui sont un petit peu plus larges, on pourrait densifier cette zone là et cette zone là. Voilà, c'est ça l'idée pour le moment de la structure. Pour moi la structure n'est pas réellement mise en danger, mais si je reviens ici sur le prix et si je reviens sur le prix de BTC, j'ai le sentiment que cette news va plutôt nous emmener vers des niveaux de flat étendus. On avait beaucoup parlé d'une flat régulière, c'est-à-dire d'ici, de s'arrêter à descendre ici. Pour le moment, j'ai quand même le sentiment qu'on va plutôt profiter de ce retournement de sentiment pour accumuler du shorter au-dessus et éventuellement venir prendre les liquidités des longueurs qui étaient restées en fait entre ce point-là et ce point-là, d'accord, qui était à l'abri d'ailleurs de ce plus bas. Et voilà, on pourrait ici imaginer également que on vienne également pile poil en fait venir retoucher plutôt les 19,6, c'est-à-dire la hauteur de ce point-là, c'est-à-dire juste avant la première poussée, en fait, qu'on annihile toute cette poussée-là, voilà. Parce que ça, c'était plus ou moins de la news autour de tout ce qui était inflation. Donc comme on coupe cette narration, finalement on ramène le prix, je dirais, dans cette zone-là. Globalement, tout ce qui se situe à peu près dans toute cette zone et un objectif potentiel tout à fait cohérent. Vous voyez aussi qu'en termes de... alors on va plutôt ici dézoomer un petit peu pour avoir un peu plus... Voilà, tout ce qui s'est passé pendant le gros range, on va dire, toute cette grosse structure. Vous voyez qu'on a à 19 318, entre 19 318 et 19 005, il y a déjà du volume profile. Si on commence à réintégrer ici et à prendre toute cette partie de volume profile qui est un peu moins fournie, ça va réagir plus ou moins comme une résistance. Donc on peut vraiment voir ici à la fois la droite jaune qui est là, à la fois ce support que j'avais noté ici autour des 19 541, ce niveau d'une flat étendue comme des potentiels objectifs. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes ici en longue, il faut tout fermer et qu'il faut absolument sortir? Non, ça veut dire que tout simplement, si votre stop loss est placé sous ces zones-là, etc., tout va bien, mais ne bougez pas votre stop loss. Si jamais vous êtes obligé de bouger sur votre stop loss, je dirais plutôt qu'il vaudrait mieux vendre votre position et attendre un point d'entrée plus intéressant dans ces zones-là. Mais néanmoins, il se peut très bien qu'on tienne cette flat régulière ici à la surprise de tous et que finalement, cette mauvaise news nous ait enclenché court terme suffisamment de shorter pour aller toucher ces targets autour à minima, comme on en avait parlé, des 21,5.
tout à fait possible, mais néanmoins, j'opterai plutôt ici pour utiliser cette news de marché pour aller chercher ces liquidités-là. On va clôturer la vidéo là, je pense, parce que les charts que je voulais vous présenter, je peux très bien les faire demain, c'est pas du tout un souci. Donc du coup, on va clôturer cette vidéo là parce que j'ai fait le tour. C'est déjà une vidéo qui est assez longue et je voudrais pas vous imposer une vidéo d'une quarantaine de minutes à nouveau aujourd'hui. Voilà, on a parlé de pas mal de choses. Je pense que on a fait le tour un petit peu de la question. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et puis bien évidemment à mettre un like, un commentaire d'encouragement si jamais le cœur vous en dit. Surtout mettre un like, voilà, ça prend quelques secondes et c'est vraiment quelque chose qui peut pousser la vidéo vers le haut. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Aujourd'hui, la question à la con sera sur est-ce que vos enfants pratiquent un sport et si oui, lequel? Et si jamais vous n'avez pas d'enfants, eh bien à ce moment-là, ne commentez pas. Voilà, c'est tout. Donc du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin face au dollar. À très bientôt.